Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape de Alula Tour. J'ai encore envie de dire Saoudi Tour, mais c'est le Alula Tour. Alors pourquoi ça s'appelle plus Saoudi Tour? Tout simplement parce que déjà avant, ça n'était que dans la région de Alula, donc qui est dans le comté, on va dire ça comme ça, de Médine, la ville de Alula, mais le parcours est à moitié sur le comté de Médine, à côté sur un des comtés à côté. C'est dur à dire cette phrase. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Alula Tour. On va revenir donc sur le sprint de cette première journée de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok. Les shorts également, juste après l'arrivée, à partir d'aujourd'hui. Vous avez un premier short qui est disponible sur la chaîne. On passe à YouTube 2.0. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. Première étape, qui a été assez calme pendant sa première partie de course, même si on a eu quelques crevaisons. Des petits soucis au niveau tenue des pneus, même pour certains coureurs. Je pense à Zubeldia, le coureur d'Euskaltel, par exemple, qui a eu un petit souci. Je ne sais plus quel autre coureur aussi qui a complètement déchappé au niveau de sa roue. Mais un final qui était très tortueux. Alors, il y avait deux épingles. Une, c'était un gros rond-point et l'autre, c'était une vraie épingle qui était à 4 bornes. Et en fait, je me suis dit pendant toute la fin d'étape, je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'un circuit? Je rappelle qu'on a inventé les circuits. À quoi sert un circuit en cyclisme? C'est pour que les spectateurs puissent voir les coureurs à plusieurs reprises. C'est ça l'objectif d'un circuit. Sauf que là, le Alula Tour, comme le Tour de Man, comme l'UAE Tour, mais je crois que c'est vraiment celui où il y a encore le moins de personnes sur le bord de la route. Il n'y a personne. Enfin, il y a 4 pécores sur le bord de la route. En Arabie Saoudite, déjà parce que l'Arabie Saoudite est un territoire qui est très vaste mais assez peu habité, c'est pour ça qu'on peut faire le Dakar à l'intérieur, mais aussi parce que le cyclisme n'intéresse pas énormément. L'Arabie Saoudite s'intéresse un peu plus au foot, et vous voyez qu'au foot, il n'y a personne déjà dans les stades, alors que pourtant le foot est un sport qui les intéresse. Donc c'est le cyclisme, il n'y a pas de coureurs cyclistes saoudiens, par exemple, aujourd'hui, dans le peloton professionnel, enfin dans le peloton World Tour. Vous avez un concurrent de Bahreïn, vous avez des Kazakhs, vous avez, je crois, un coureur des Émirats, mais on sait très bien que c'est un territoire qui essaye de miser sur le cyclisme depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, ils ont acheté des équipes parce qu'ils n'arrivaient pas à former des coureurs, il faut aussi dire la vérité. Et l'Arabie Saoudite, vraiment, il n'y a personne sur le bord de la route. Donc, à quoi ça sert de faire un circuit sur un terrain où il n'y a personne? Et en plus, c'est un aller-retour sur une avenue. Comme on a eu sur la Palma de Majorque, c'était un petit peu le même principe, et avec une épingle. Et je ne comprends pas pourquoi on a voulu faire un parcours de ce type-là, et surtout, on n'a pas pris en compte le terrain. Parce qu'on sait très bien que c'est encore plus compliqué de faire des virages serrés sur ce type de parcours et sur ce type de pays. Parce que le terrain est très poussiéreux. Dans l'air, vous avez énormément de sable. Vous avez de la poussière de sable, vous avez des petites particules de sable qui se déplacent un petit peu partout, ce qui fait que la route est toujours sale. Ça se voit très bien sur le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Les premiers jours, vous avez énormément de poussière de partout. C'est un enfer pour les pilotes. Là, c'est pareil, sauf que vous n'avez aucune stabilité dans les virages. Donc, on a vu notamment le virage à 5 bornes de l'arrivée. Tout le monde était au ralenti, c'est ridicule. Déjà en Espagne, c'est ridicule, mais encore plus en Arabie Saoudite. Donc, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de ce circuit. Bon, si on regarde un petit peu ce sprint. Donc on a eu dans le final, à 20 bornes de l'arrivée, une première crevaison, celle de Simon Yates, qui est revenu dans le peloton assez rapidement. Et puis ensuite, on a eu une crevaison de Pierre Latour. Ça, c'était à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui est rentré dans le peloton, mais vraiment sur la fin.
Chute également dans le dernier tour, avec notamment Alexandro De Marchi, touché au menton, mais qui a fini l'étape. On verra s'il repartira demain, parce qu'il a été touché au menton, pardon, mais j'avais l'impression qu'au niveau de l'épaule, il avait des doutes. Donc peut-être que demain on aura une mauvaise surprise pour Alexandro De Marchi. Sprint avec une approche assez décousue. C'est vrai qu'il n'y a pas une équipe qui a vraiment pris l'avantage. Il a fallu vraiment attendre le final pour que UAE, Q36 par exemple, se mettent vraiment à l'avant de la course, parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas vraiment une équipe qui était devant. On voyait à des moments un petit peu Uno X. On a même vu un court moment la Cofidis. Enfin, tout le monde essayait de prendre l'avantage. Bon, au final, UAE prend l'avantage dans le dernier kilomètre. Le problème, c'est que Molano n'a pas mis la balle au fond, et donc victoire d'un coureur de la DSM, pourtant sans de Ken Kolb, qui lui avait été lâché auparavant, la victoire de Casper Van Duden. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé dans cette journée, et surtout les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Casper Van Duden. Moi, c'est un coureur que j'avais découvert sur le Grand Prix de l'ESCO en Belgique, quand il avait fini 4e. Alors ça remonte à l'époque où il était encore dans l'équipe de développement de la DSM. Et c'est vrai que quand je l'avais vu arriver, j'avais vu les transferts en 2023, je m'étais dit, ah bah tiens, Casper Van Duden, ça peut être pas mal. Dans une équipe comme la DSM où normalement on sait un petit peu faire quand même sur le sprint, parce qu'on a eu pas mal de sprinters qui sont passés dans cette formation, je me disais, ah ça peut être pas mal. 2023 est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à la saison 2022, alors que il était dans l'équipe 1, qu'il avait une équipe plus solide, et j'en attendais beaucoup de Van Duden, parce qu'il a remporté également des étapes sur le Tour de l'Avenir. Et maintenant, chez les sprinters, autant avant remporter une étape sur le plat, sur le Tour de l'Avenir, c'était pour hyper intéressant. Autant maintenant, on sait que le sprint, chez les espoirs, il y a eu un énorme progrès. Et donc, être performant sur le Tour de l'Avenir dans cette discipline, c'est vraiment bien. Et il avait aussi donc fini 4e du Grand Prix de Lascaux, 4e du Grand Prix de la Somme, également cette année-là. Grand Prix de la Somme qui est un sprint massif mais pour les équipes de deuxième division, course qui avait été remportée par Reid Erm, le coureur de la Groupama, devant Alfred Georges qui depuis est toujours au SCO Dijon, n'est pas passé chez les professionnels, mais c'est quand même une course qui est toujours intéressante. Il y avait même Acteur Klukers par exemple. Si vous voulez, il y avait Kevin Lecomf qui était là, également, le coureur qui a été professionnel, Kevin Lecomf, mais surtout en e-sport. Voilà, je vais y arriver. Et donc, c'était un sprint intéressant, tu vois, il avait fait comme des résultats, Van Duden. Il finit 5e d'une étape du Tour de l'Alsace, voilà, chez les espoirs. 2e de la première étape du Giro, du Baby Giro. Sur le Tour de Bretagne, il remporte une étape aussi. Donc, c'était vraiment une première année où il y avait eu des résultats qui étaient bien, quoi. Les résultats étaient vraiment top. Et on se dit tout de suite, tiens, c'est un coureur qui va arriver chez les pros, il aura déjà un bon bagage, et dans une équipe comme DSM, ça peut faire du bien. Et puis l'année dernière, les résultats n'ont pas été fantastiques. Tu vois, 2023, c'est pas beaucoup mieux. Alors, il y a 6e du Omloop Van Het Outland. Sur le Tour de Grande-Bretagne, il prend une 2e place. Quelques résultats sur le Tour de Grande-Bretagne, mais ça a manqué de régularité. 3e de Milan-Turin au mois de mars. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. Donc là, on se dit qu'avec une victoire sur la première journée de course de l'année, ça va peut-être le mettre en confiance pour une année qui va être importante pour Casper Van Duden. Avec pourquoi pas l'idée de participer à son premier grand tour avec la DSM, ça pourrait être l'objectif. Aloula-Tour, ensuite il reviendra en Europe, lui il fera pas Oman et UAE, pour aller sur le Tour de l'Algarve notamment, et le Samin.
qui sera lors du week-end d'ouverture en Belgique. Le Samin, c'est toujours une course importante. Et puis ensuite, Tirreno Adriatico, c'est encore dans un mois, Tirreno Adriatico, donc on a le temps de revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, même le parcours d'Estrade a été dévoilé aujourd'hui. Plus de kilomètres pour l'Estrade, on dépasse les 200 km désormais avec 70 km de chemin blanc contre 60 auparavant, donc là aussi on gonfle le parcours d'Estrade, ce qui est une bonne chose. Et je ne sais pas si vous avez vu également la note de Patrick Chasset sur Twitter, mais il y a des inquiétudes quant à la tenue de la première étape de l'Étoile de Bessèges avec la Grogne des agriculteurs qui est très présente dans le Gard. C'est une région où la Grogne des agriculteurs a démarré, ça a plutôt démarré dans le sud. Dans la région, on va dire, de Perpignan, l'Aude également, on se souvient qu'il y avait eu notamment les bombes lacrymogènes sur les agriculteurs pendant le Tour de France, donc la grogne elle n'est pas récente, on va dire, et la grogne elle est importante depuis quelques temps. C'est bien que le gouvernement s'en aperçoit, mais bon, la grogne existait déjà d'avant. Donc il se pourrait que l'étape puisse pas avoir lieu, donc on aura peut-être des informations ce soir ou demain matin. Je vous ferai un petit short au moment où l'info sortira, comme ça vous serez au courant si l'étape a lieu ou l'étape n'a pas lieu. Les informations sont arrivées après que moi j'ai fait ma présentation de l'étape pendant l'après-midi. Enfin, présentation du parcours même de cette étoile de Bessèges. On poursuit avec les coureurs au top. Moi j'ai mis Radjovic. Pourquoi Dozan Radjovic? Alors vous allez me dire, il finit 5ème, bon c'est pas exceptionnel. Oui, mais alors, il est bloqué pendant 80% de son sprint. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé l'ouverture. Il est vraiment bloqué, il est dans la roue de Molano. Il a eu l'intelligence, on va dire, de sortir de la roue de Molano quand Molano commence à dégringoler. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment pour Molano aujourd'hui. Il n'a pas eu les bonnes jambes. Mais Radjovic, il revient très très fort sur la fin du sprint. Vraiment, dès qu'il arrive à trouver l'ouverture, il gagne 2-3 positions assez nettement. Il passe devant De Klein et devant Malucelli. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne dans un sprint où c'est un peu plus calme, un peu mieux emmené, parce que ça peut faire vraiment du bon boulot. Radjovic, il avait déjà été bon l'année dernière en début de saison, le Serbe. Je sais plus, je crois que c'était déjà lors de cette course qu'il avait été bon l'année dernière, où il emmenait les sprints, où il avait fini deuxième, il emmenait les sprints, je crois, pour Milan à ce moment-là. Et il avait fini deuxième du côté de la première étape de Saudi Tour. Ensuite, sa saison a été beaucoup plus calme, sauf sur le Tour d'Istanbul, où il a pris la 12e place du général et une deuxième place sur l'étape numéro 3, 5e également de la dernière étape du Great Tour of Ghanzi. Mais c'est vrai que son année a été calme à Radjovic, donc on attend un petit peu mieux en 2023 d'un coureur qui est arrivé professionnel en 2017 chez Adria et qui était passé chez Delco également en 2020 et 2021. Bon, à l'époque où ça allait déjà plus bien fort chez Delco avant de rejoindre la Coratec, puis Bahreïn, il est en dernière année de contrat avec la Bahreïn, donc lui aussi doit se montrer, mais j'ai bien aimé la fin de son sprint, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Puis dernier coureur au top, Groenewegen, également bonne journée, bonne deuxième place. Après Groenewegen il sait faire, c'est le Saudi Tour vraiment, enfin j'ai envie de dire le Saudi Tour, UAE Tour, Oman, c'est vraiment des routes qu'il aime bien, c'est des sprints qu'il aime bien, c'est des territoires qu'il apprécie. Il a souvent eu des résultats ces dernières années sur ces épreuves-là. Et sur les grands tours, il a eu aussi quelques résultats quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment des courses par étapes qu'il apprécie, où il se sent à l'aise. Les sprints comme ça, où il y a un petit peu de bagarre, il est souvent bon. Et puis les sprints sur le plat, c'est là où il est le mieux, Groenewegen. Donc encore un bon sprint, une belle deuxième place. Il accumule les bons résultats sur ces épreuves du début de saison. C'est pas forcément parce qu'il est plus en forme que ses comparses en début de saison, c'est que c'est vraiment des terrains qu'il apprécie beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver sur d'autres courses par étapes un peu plus loin dans la saison. Même s'il passe de mieux en mieux les bosses quand même, Groenewegen. Parce qu'au départ, Groenewegen, pour ceux qui se souviennent, c'était vraiment le sprinter qui passait pas de boss. Maintenant, il passe un peu mieux les bosses, parce qu'on voit qu'il est capable de faire des résultats en 3e semaine de Grand Tour. Ça reste quand même ce qu'il affectionne le plus. Il aime les sprints sur le plat. Et l'année dernière,
Il avait gagné, je crois, sur l'UAE Tour. Il avait été bon également sur le Saudi Tour. Donc, je m'étais pas mouillé quand je l'avais mis parmi mes favoris pour le sprint du côté de la présentation de la course que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous pouvez retrouver également un short sur cette épreuve. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour. Il y en a 4. Le premier bonnet d'âne du jour, c'est Molano. Pourquoi Molano? Il est parfaitement emmené aujourd'hui. C'est-à-dire que Molano, il finit 8e aujourd'hui du sprint. Bon, on pourrait dire c'est un sprint de début de saison, c'est pas catastrophique, il est dans le top 10, il a sprinté. Sauf qu'ensuite, il faut regarder la manière. La manière dont il réalise son sprint Molano, c'est une catastrophe. C'est pas beaucoup mieux que ce qu'a fait Caleb Ewan sur le Tour de Under. Quand tu perds 2-3 positions sur un sprint, c'est-à-dire que ton lanceur te met 3e ou 4e et qu'ensuite tu perds des positions, c'est un problème. Déjà, je pense qu'ils ont un peu trop attendu du côté du AE. C'est-à-dire qu'ils sont en tête du peloton, mais ils se font un peu remonter sur la fin. Mais ensuite, Molano, quand il déclenche son sprint, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, c'est pourtant un mec qui sait très bien sprinter, on va dire, quand il y a du monde, quoi. Il sait faire. Il a déjà aussi réussi à gagner des courses en étant très bien emmené. C'est un mec quand même un niveau, Molano. Là, j'ai été assez surpris. Quand il déclenche son sprint, vraiment, il se passe rien, alors que il est parfaitement lancé. Et c'est assez rare quand même un mec se planter autant sur un sprint. Alors, bon, est-ce que c'est parce qu'on s'est mal compris avec son équipe, parce qu'il n'avait pas les bonnes jambes, que la remise en route a été compliquée, ou tout simplement une préparation de saison qui n'a pas été tip-top. On verra ça, alors peut-être pas demain, peut-être plutôt après-demain, du côté de Molano, mais c'est sûr que c'est pas rassurant parce que l'UAE fait du bon boulot aujourd'hui. Pourtant, c'est pas une équipe qui emmène souvent les sprints, hein, c'est pas vraiment leur spécialité chez UAE. Autant ils savent bien entourer un leader en montagne, autant les sprints, c'est pas vraiment là où ils sont le mieux. Et c'est vrai que Molano, quand il déclenche son sprint, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que, tu vois, Van Uden, les autres, quand ils déclenchent leur sprint, tu vois, ça décolle de la roue, ça a du mal à tenir la roue. Là, Molano, Radjovic, il tient très bien la roue, il est obligé de le déboîter sur la fin, mais tout le monde tient très bien sa roue. Donc, c'est pas très rassurant sur son état de forme en ce début de saison. Donc, on verra sur le sprint, je pense qu'il aura lieu jeudi, du côté de cette UAE Tour, mais ça serait bien de rectifier le tir. Parce que en plus, UAE, il risque peut-être de ne pas l'emmener sur les grands tours, quoi, hein, Molano. Si les résultats sont pas là en début de saison, on sent que cette année, ils veulent reconquérir un grand tour. C'est vraiment leur objectif avec Pogacar. Molano, il va peut-être passer à la trappe. Molano n'est pas leur priorité. Donc, il faut qu'ils montrent aux mecs de UAE que ça doit être l'une des priorités de l'équipe. C'est pas en faisant un sprint comme aujourd'hui que tu montres vraiment que tu es la priorité de l'équipe. Deuxième flop, Cocard. Alors j'irais peut-être même plus la Cofidis que Cocard. Pas organisé. Ça a été un petit peu comme Arnaud Démare. Pas du tout organisé autour de Brian Cocard. C'était, je dirais pas l'anarchie, mais ils se sont retrouvés ensemble qu'à un moment, vers 5 bornes de l'arrivée. Ensuite, ils ont complètement disparu, ils se sont fait complètement manger, Brian Cocard. C'est pas forcément les sprints. Pardon. Je parlais de Bruno Wegen qui adore les sprints sur le plat où il y a pas mal d'opposition. Autant Cocard, sur le plat, c'est pas là où il est le meilleur parce qu'il a un déficit de puissance par rapport à Bruno Wegen, par rapport à Van Uden. Il a un déficit de puissance par rapport à son gabarit. Mais là, bon, aujourd'hui, s'il avait fait 8ème, Cocard, j'aurais pas gueulé. Là, ce qui me gêne un peu plus, c'est qu'il a même pas pu sprinter, il finit 20ème de l'étape. Il est complètement hors du coup dès le début du sprint. Donc ça, c'est un petit peu plus problématique. Et il va falloir faire attention sur l'organisation du côté de la Cofidis, parce que là, on n'était pas bien organisé du tout. On ne s'est pas trouvé, tout simplement. Ça a été un petit peu comme pour Arnaud Démare à Palma de Majorque. Là, on ne s'est pas trouvé. Le seul moment où ils se sont retrouvés ensemble, ils étaient que deux.
devant Brian Cocard, donc à 5 bornes de l'arrivée, c'était trop loin encore de l'arrivée pour se montrer. Donc est-ce que c'est de la main-d'œuvre qu'il a manqué ou est-ce que c'est pas plutôt qu'on s'est raté aujourd'hui du côté de la Cofidis? Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas pu voir vraiment la condition physique dans Brian Cocard aujourd'hui. Jason Tesson, alors ils ont eu de la chance totale quand même aujourd'hui, avec Pierre Latour qui s'en sort bien et qui reste dans le jeu pour le général, même s'il est toujours autant à l'aise sur un vélo, hein, Pierre Latour, parce que je le voyais un moment prendre le rond-point. Bon, c'était, tu sens qu'il aime pas ça, voilà, il aime pas prendre des risques au niveau des trajectoires, au niveau de l'angle du vélo surtout, il veut pas mettre de l'angle sur le vélo, j'ai l'impression. Pierre Latour, donc ça c'est problématique. Du côté de Jason Tesson, on finit 13e. C'est pas un bon sprint. Il n'y a pas, voilà, il y a pas à dire. En fait, il s'est fait bloquer à plusieurs reprises côté gauche de la route sur le retour. En fait, il était plutôt bien en place après l'épingle. Et en fait, il s'est fait bloquer à plusieurs reprises entre le terre-plein et la route. Donc il y a même un moment où je pensais qu'il était à deux doigts de se viander. Tesson, donc il a bien résisté. Je pense en fait que du côté de Total, déjà, on l'a laissé seul trop tôt. C'est-à-dire qu'à 2 bandes de l'arrivée, il est déjà tout seul. Donc, ça aurait peut-être été mieux de rouler avec lui un peu avant. Et ensuite, oui, le sprint, il trouve jamais vraiment l'ouverture, hein, Jason Tesson. Il s'est entêté de ce côté-là. Alors qu'à un moment, quand tu vois que l'ouverture va peut-être être difficile à se faire, faut peut-être réussir à prendre une autre roue. Mais après, bon, c'est facile à dire quand on est dans sa chaise d'ordinateur. C'est plus difficile quand on est arc-bouté sur son vélo. Donc c'est dommage. Par contre, c'est pas un bon début de saison pour la Total. Parce qu'aujourd'hui, on a fait les comptes du mois de janvier. On va dire 6 points, 70e au classement UCI. Du côté de Total sur cette année 2024. Pas bon du tout. En Espagne, ils ont quasiment pas pris de points. Espagne, Grand Prix la Marseillaise, ils ont pas pris de points. Pour une équipe qui va peut-être participer à moins de courses cette année, et surtout moins de grandes courses, le début de saison, tu devais partir avec, on va dire, avec l'esprit bagarreur, en te disant, désormais en deuxième division, tout le monde peut obtenir une invitation. Beaucoup d'équipes peuvent obtenir des invitations sur les grosses épreuves World Tour. Il va falloir que je fasse ma place dans ce peloton de deuxième division. Ce début de saison donne pas envie. Et comme ils n'ont pas fait un très bon mois de janvier, moi je me dis que l'organisateur de la Vuelta, l'organisateur de grandes courses, je sais pas, en Espagne, en Allemagne, va se dire, j'ai Tudor, j'ai Q36, j'ai Total. Bon, je vais réfléchir à qui je vais mettre dans l'équipe, quoi. Quelle équipe je vais sélectionner. Alors que si Total avait fait un gros début de saison, avec des résultats, qu'ils avaient marqué quand même des points, on se dit tout de suite, on prend Total Énergie. Là, on se le dit pas vraiment. On va réfléchir pendant 2-3 minutes. Et donc c'est dommage du côté de Jason Tesson parce que là il y avait peut-être l'opportunité de faire quelque chose, mais l'organisation n'a pas été tip-top aussi du côté de la Total. On avait la volonté de bien faire aujourd'hui, mais on n'a pas tout réussi dans l'organisation. Et puis je termine avec Matteo Moschetti. Là aussi Q36.5, ils l'ont très très bien emmené jusqu'à 2 km. Et ensuite j'ai l'impression qu'ils se sont fait enfermer. Alors j'ai pas eu l'image d'hélicoptère et c'était assez mal filmé du côté de l'hélicoptère, mais j'ai l'impression que Moschetti se fait enfermer et ensuite il perd la route ses équipiers parce qu'ils étaient bien côté droite de la route, à 2 km et demi, un truc comme ça de l'arrivée, et ensuite d'un coup ils disparaissent et tu vois Uno X, tu vois UAE, et quand UAE a commencé vraiment à prendre l'avantage, et eux ils ont disparu et c'est dommage parce que Moschetti aujourd'hui il pouvait faire un bon résultat. L'équipe avait l'air d'être bien en place, peut-être trop tôt devant du côté de Q36, ou peut-être qu'on n'a pas pris assez de risques dans le peloton, qu'on a été un petit peu trop précautionneux, mais il faudra faire attention du côté de Moschetti, parce que là c'est des courses où on peut se montrer, on peut obtenir des résultats, et aujourd'hui Moschetti prend seulement la 11e place, juste derrière Davide de Chimolai.
Bah tiens, on va faire un petit point sur le top 10 de l'étape. Donc victoire Casper Van Uden, deuxième Groenewegen, troisième Tim Merlier, quatrième Vorejkiol, cinquième Radjovic, sixième De Klein, septième Malucelli, belle performance pour le nouveau coureur de JCL Timukyo, huitième Molano, 9 Gleb Syriza également du côté d'Astana, c'était pas bien en place, et puis Chimolai qui prend la deuxième place. On a beaucoup fait d'efforts comme la Bora pour aller chercher des bonifs du côté de la Movistar aujourd'hui. Bon, on regarde tout de suite la présentation de l'étape de demain. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain avec cette grande boucle entre le Winterpark et cette montée de Charan Nature Réserve. Pourquoi je dis grande boucle? Parce qu'il y aura un premier passage sur la ligne d'arrivée, mais ça sera à 180 km de l'arrivée de cette montée de 4,2 km à 3,2% de moyenne. Ça sera un sprint bonification. Il y aura 2 sprints intermédiaires au kilomètre 123,5 et 160,5 avant donc l'arrivée à Charan Nature Réserve. Très compliqué cette étape. Pourquoi? Vous le voyez le petit chiffre en bas, 200 km. Et là on n'est pas habitué, c'est le premier jour de l'année. On va avoir 200 km de course. Et autant vous dire que ça arrive plus tant que ça dans l'année, surtout sur les courses par étapes, parce que sur les grands tours par exemple, on a beaucoup d'étapes qui font moins de 200 km. Donc ça, c'est une distance. Et surtout en janvier, janvier, début février, ça peut être compliqué pour les coureurs. Donc une grande boucle en plein milieu du désert pour rejoindre Charan Nature Réserve. Du côté du vent, alors là je vous ai mis la météo d'Alula en sachant que cette étape est au nord d'Alula. Si vous voulez une place géographique, on est vraiment plutôt dans le désert, plutôt là où il y avait des cailloux, notamment sur le dernier Dakar. Du vent de sud-ouest, donc qui est indiqué sur Alula, entre 20 et 30 km/h. Alors pourquoi je vous mets la météo d'Alula? Il faut savoir que la météo en Arabie Saoudite, il y a assez peu de villes où on peut accéder à la météo du côté de la chaîne météo. Donc en fait le plus proche c'était Alula. J'ai regardé un petit peu une carte, j'ai essayé de taper des noms dans le moteur de recherche de la chaîne météo, mais ça ne donnait rien du tout. 19 degrés, ressenti 22, donc ce qui n'est pas énorme. Et comme vous le voyez, donc ce vent qui sera entre 20 et 30 km/h et qui sera plutôt de face sur la deuxième partie de course. Il sera de dos sur la première partie de course et de face, notamment en fin de journée. Donc ça va pas être si facile que ça pour les coureurs, mais dans les derniers kilomètres, il sera de dos pour revenir vers la réserve. Vers ces 2 derniers kilomètres, il sera plutôt de dos, mais encore une fois, dans les 80 derniers kilomètres, ce vent sera plutôt de face. Et donc, il faudra faire attention parce qu'avec ce vent-là, qui peut être de 3/4 face, notamment sur une portion, on pourrait avoir des coups de bordure. Je vous montre un petit peu la carte de la course. Donc là, vous voyez, Alula, c'est plutôt en bas. Donc le vent va taper de cette manière-là. Je vous fais, on va dire, un grand mouvement de vent. Donc vous voyez qu'il y a toute une zone là où ça va taper 3/4 face. Donc ça va être intéressant. Et sur le final, donc vous voyez, la ligne d'arrivée, elle est là. Donc là, on sera plutôt 3/4 d'eau sur la ligne d'arrivée. Mais avant ces 4 derniers kilomètres, ça sera plutôt 3/4 face. Donc il faudra faire très attention avec le vent qui pourrait donc nous amener pas mal de surprises. On verra ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on fera un petit short dès l'arrivée de l'étape sur YouTube. Et puis, on aura le débrief également dans la soirée. Parce que je rappelle que le programme va être chargé avec notamment l'étoile de Bessèges et le tour de la communauté de Valence. Priorité sur la chaîne à cette Alula Tour et cette étoile de Bessèges. Voilà, il y a peut-être des étapes du tour de la communauté de Valence que je regrouperai parfois ou que je ferai le matin si je n'arrive pas à avoir le temps de débriefer ces étapes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!